essaye vraiment de créer une communauté. Mais je pense que l'authenticité fait vraiment partie de nos critères de sélection. Les hôtels ont nouveau les touristes étrangers. On essaye vraiment de créer cette French latitude, en fait, cette French attitude. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Du 5 étoiles et palace à un parcours entrepreneurial en solo. Cela vous rappelle quelqu'un ? Moi oui. Mon invitée est passionnée de voyage. D'ailleurs, elle les crée. C'est aussi une véritable ambassadrice de la destination France et je suis curieux de découvrir tout son parcours. Bonjour, Réjeanne Narbonnet. Bonjour Maxime. Qu'est-ce que tu penses de cette introduction voyageuse ? J'étais surprise en fait d'entendre parler de moi. T'es en adéquation, il y a des choses que tu rajouterais ? Non, c'est ça en fait. J'ai commencé ma carrière à l'étranger. Je suis rentrée en France Ouais. et aujourd'hui je suis une ambassadrice de la France vraiment et passionnée de voyage. Ouais, mais alors du coup, raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que c'est que ton entreprise, voire tes entreprises, si je peux déjà spoiler cette partie, et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, Réjeanne Narbonnet, j'ai 42 ans, je suis une entrepreneure épanouie aujourd'hui, après avoir été une employée un peu frustrée pendant de nombreuses années. Je suis passionnée de voyage, je suis aussi maman, voilà, pour me réduire, Ouais. pour présenter. Et alors, tu parles d'entrepreneur et moi j'ai suivi un petit peu ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce que tu as créé ? Je sais que tu as eu une puis une deuxième entreprise. En fait, raconte-nous comment est-ce que tu en es arrivé de ton ancienne vie de salarié justement à cette vie de création d'entreprise et qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Alors, donc j'ai fait une grosse partie de ma carrière à l'étranger, toujours dans le luxe en fait, dans des Ouais. grands hôtels de luxe et quasiment dès le départ en commercial. J'ai commencé dans les Caraïbes, à Saint-Barth. Après, je suis partie aux États-Unis. J'ai travaillé pendant de nombreuses années au Saint-Régis à Washington D.C. Je suis partie au Mexique où j'ai travaillé avec des villas de luxe chez Christie's Great Estates, les villas Four Seasons. Et puis, j'ai décidé de rentrer en Europe pour des raisons personnelles. À l'époque, j'avais envie de me rapprocher de ma famille et je suis retournée chez Starwood à l'époque, aujourd'hui Marriott, travailler au W à Barcelone. Et puis, au bout d'un an, on m'a proposé de venir faire l'ouverture du Prince de Galles à Paris. Donc, j'ai débarqué à Paris, même si je suis française, j'ai grandi dans le Beaujolais. Je suis arrivée à Paris pour la première fois à l'âge de 33 ans. Ouais. Et puis, c'était un gros choc culturel, en fait, puisque j'étais partie de France, j'avais 20 ans, j'avais fait toute ma carrière à l'étranger. J'ai beaucoup aimé mon parcours avec Starwood, donc le Prince de Galles. Je travaillais aussi en fait, c'était un cluster, donc je travaillais pour le W et le Westin, et je les représentais auprès des agences sur les Amériques. Donc, j'avais les marchés des agences. Bien ceux qui ne sont pas habitués, le cluster, en effet, c'est une gestion, on va dire, centralisée de plusieurs établissements. Ça se fait beaucoup en sales et en revenu management aussi. Ouais. Exactement. Donc, je travaillais pour 3 hôtels. D'accord. Et puis, à ce moment, enfin, ça faisait quelques années que j'y étais quand la directrice commerciale qui m'avait recrutée est partie travailler au Plaza Athénée et m'a débauchée. Et j'ai fait une expérience, une période d'essai au Plaza Athénée. Je suis restée 7 mois. Et en fin de période d'essai, on a décidé d'arrêter. Et puis,
j'avais depuis quelques années en tête de me mettre à mon compte et en fait, parfois les planètes s'alignent. Le jour où on a décidé de mettre fin à ma période d'essai, donc ça faisait 7 mois que j'étais au Plaza, la directrice commerciale m'a gentiment, et je la remercie aujourd'hui, mis en relation avec quelqu'un qu'on connaissait toutes les deux, qui était directeur du nouvel hôtel Le Roc, et qui cherchait quelqu'un pour s'occuper du commercial en freelance. Et donc, je me suis lancée à mon compte à ce moment-là. Donc, j'ai tout de suite enchaîné entrepreneur, un peu comme une opportunité. Ouais. La société qui s'appelle Airlist est une agence de représentation commerciale et marketing pour des hôtels de luxe. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de clients, 3 employés, et on représente des hôtels de charme, soit grand luxe, mais plutôt du luxe un peu pieds nus, un peu plus relax, comme un hôtel aux Maldives. J'ai un très beau lodge de luxe au Costa Rica, Origins. Des safaris de luxe au Kenya, Tanzanie, Ouganda. Wow. Voilà. Et donc, c'est vraiment super parce que c'est super varié. Je retrouve un peu l'esprit cluster de chez Starwood. Ouais. Et voilà. Et puis, il y a eu le Covid. Juste avant qu'on fasse la partie Covid, pour bien qu'on comprenne, en fait, c'est des établissements qui généralement n'ont peut-être pas de département commercial à proprement parler. Ils font appel à Airlist et concrètement, toi, tu fais cette représentation et tout ce travail de sales pour l'établissement. Alors, pas toujours. Oui, dans la grande majorité des cas, quand on est sur des petites structures, par exemple, le lodge de luxe au Costa Rica. Et quand je parle de lodge de luxe, on est sur des chambres à 1 000 € la nuit, hein, pour une cabane au fond de la jungle au Costa Rica. On est vraiment sur du très beau lodge. Eux, oui, il n'y a pas d'équipe commerciale et en fait, il n'y a aucun intérêt financier pour eux. Enfin, ça serait beaucoup trop cher. Un bon commercial coûte cher et surtout avec quelqu'un de l'expérience qui a un gros portefeuille. Donc en fait, ils externalisent ce service et l'intérêt de passer par une société comme la mienne, c'est que en gros, ce qui serait l'équivalent de mon salaire en tant qu'employé est mutualisé avec mes autres clients. Donc je leur coûte moins cher qu'un commercial. Et l'un de tes critères, j'imagine, c'est que tes clients ne soient pas sur le même marché. Tu peux en avoir qu'un seul par marché. C'est ça. Il n'y a pas de, j'aurais aucun intérêt à me faire de la concurrence à moi-même, en fait. Deux établissements, 2 écologes au Costa Rica, c'est vrai que ce serait peut-être un peu voilà. Par contre, par exemple, j'ai un hôtel aux Maldives et on a un hôtel à Zanzibar qui va ouvrir en décembre, qui va être magnifique, Icona Luxury Resort, et eux, ils pourraient être un peu concurrents de l'hôtel Ayada aux Maldives, mais on est quand même sur 2 destinations différentes. Alors, quand je dis pour être concurrent, c'est parce que c'est l'océan Indien, c'est du balnéaire, c'est Zanzibar et les Maldives, quoi. C'est quand même assez loin. Et donc, la deuxième partie, il y a quand même aussi des établissements plus grands. L'hôtel aux Maldives a plus de 100 chambres, on est à 122 chambres. Mais eux, ils ont choisi d'avoir une représentation que sur le marché français francophone. Et ils voulaient pas avoir un commercial qui vit aux Maldives et qui voyage de temps en temps en France. Ils préfèrent avoir vraiment quelqu'un qui est ici, qui va voir les agences de voyage françaises. Et ils ont un représentant en France, un autre en Angleterre, un en Russie, un en Allemagne. Enfin voilà, ils ont des représentants un petit peu de partout dans le monde. Mais ça leur coûte toujours moins cher que d'avoir des bons commerciaux. Oui, d'accord. Donc tu allais parler de la crise. Il y a 2 ans, le coronavirus arrive en France et dans le monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et quasiment dans la même semaine, tout à l'arrêt, quoi. En fait, le 16 mars, on a eu l'annonce du confinement, et j'ai eu tous mes clients qui m'ont appelé en l'espace de 4 jours en disant on met le contrat en attente. Donc bon, sur le moment, comme tout le monde, je me suis dit ça va durer 2 mois. Ouais. Et puis ça dure. Et dès le départ, moi, je suis pas du tout du genre à me poser à rien faire. Je suis plutôt en fait, je me rends compte depuis que je suis entrepreneur que je suis quelqu'un de très créatif, qui a besoin de tout le temps créer et voilà, de bouger. Et là, dans 55 mètres carrés à Paris avec mon compagnon et notre fils de 2 ans à l'époque, j'avais aussi besoin de m'échapper dans autre chose. Je te comprends. Et du coup, j'ai appelé un ami qui est un ancien propriétaire d'hôtel à Saint-Barth, Federico Roy, qui avait vendu son hôtel qui s'appelle le Manapani au groupe B Signature. Et je lui ai dit, dis donc,
Ça te dirait d'investir dans un projet que j'ai en tête? J'aimerais lancer une agence un peu comme Mr. and Mrs. Smith, mais qui vendent que la France. Enfin, je lui ai vendu le truc. Et a commencé ainsi la French Latitude. Pendant 2 ans, pendant le Covid, enfin 1 an et demi, on a travaillé. J'ai mis en place l'équipe, on a cherché des hôtels, on a trouvé le nom, on a tout fait. Et puis petit à petit, le business pour Airlist est revenu. Alors là, ça a été la panique et je me suis dit, mais comment je vais faire pour gérer les deux, puisque c'est beaucoup de travail en fait. Une entreprise, c'est déjà beaucoup, de deux, ça devient énorme. Ça devient énorme. Et donc j'ai, comme je t'en ai parlé un peu avant, je me suis fait conseiller, j'ai pris des mentors. Et eux, je leur ai dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête Airlist. Ils m'ont dit, mais non, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et puis Airlist, c'est une super entreprise. Fais-la grossir, recrute, et toi, tu la gères et tu laisses tes commerciaux faire le travail pour tes clients Airlist. Et pendant ce temps, tu développes la French Latitude. Donc aujourd'hui, ouais, je suis dirigeante de ces 2 petites sociétés. D'accord. Et alors, la French Latitude, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise-là? Alors, la French Latitude, c'est une... certains l'appellent OTA. Moi, j'aime pas trop ce mot. C'est Online Travel Agency. Et une OTA, donc ça peut être Booking.com, ça peut être Expedia. Pour moi, on est plus une agence en ligne, une agence de voyage digitale. On est aussi un média, puisque vous verrez quand vous irez sur le site. Alors, je suis associée donc à 3 personnes sur ce projet. Et les associés sont Federico Roy, qui est ancien hôtelier, Audrey Gros-Claude, qui, elle, est d'autres plumes et responsable éditoriale et qui écrit pour de nombreux magazines dans le tourisme, dont certains très gros, comme Le Figaro, dans le tourisme depuis de nombreuses années. Et Zena Adati, je travaille avec elle sur Airlist depuis longtemps, elle m'aide dans le digital et c'est elle qui a monté la plateforme. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Je te demandais justement qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, puisque vous êtes plusieurs, vous répondez à quelle problématique? Et tu parlais tu comparais un outil par rapport à Booking.com, mais voilà, pourquoi avoir créé French Latitude pour répondre à quoi? Pourquoi ai-je créé la French Latitude avec donc ce que je voulais, en fait, moi je me suis rendu compte depuis longtemps quand je suis rentrée en France, j'adore les hôtels, j'adore voyager, j'adore partir un petit peu en week-end, et à chaque fois que je cherchais à partir en week-end, ça me prenait des heures, étrangement, avec tout ce qu'on avait sur Internet. Mais on regarde sur Google, on regarde sur Booking, on regarde sur TripAdvisor, on regarde les listes du Figaro, on regarde à droite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de site qui proposait tous les beaux hébergements de France, que des beaux hébergements en France. Voilà, il n'y en avait pas. Et pourtant, ça existe à l'étranger. Je me suis beaucoup inspirée de Mr. and Mrs. Smith, une tablette à ses débuts. Parce qu'aujourd'hui, ça a pas mal changé. Ils ont beaucoup d'adresses. Mais Mr. and Mrs. Smith, j'adore ce qu'ils font. Et eux, justement, ils ont un concept très éditorial. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Audrey. Parce que je voulais vraiment qu'on soit entre un guide de voyage avec un côté webzine où on lit ça et on se fait plaisir comme on lit un Madame Air France ou un magazine de voyage, des descriptions d'hôtels de qualité, des vrais portraits d'établissements. Mais qu'on puisse réserver en un seul clic aussi. D'accord. Et alors, qui sont un peu tes hôtels, justement? Comment est-ce que tu fais cette liste d'établissements? Comment tu te fais connaître auprès d'eux? Comment ça fonctionne? Et aussi, quels avantages, finalement, pour l'hôtelier qui passerait par toi plutôt qu'un Booking.com, disons? Alors, comment on les recherche? Déjà, on est 4 amoureux de la France et des belles adresses. Donc, on fouille, on cherche sur Google, on cherche sur Booking, on lit Travel + Leisure, etc. Enfin, on recherche et puis on contacte ces hôtels et on leur propose de travailler avec nous. Quel est l'avantage pour ces hôtels à travailler avec nous, contrairement à Booking? Ils vont être mis en valeur. En fait, on se veut un vrai label, c'est-à-dire que si vous êtes listé chez la French Latitude, ça veut dire que c'est bien. Quand vous travaillez avec Booking, c'est très bien. Hein, Booking, nous, je dis pas qu'on va remplacer Booking et c'est pas du tout le but. Mais Booking va pas vous mettre vous spécialement en avant. Nous, on a choisi cet établissement
et on va vraiment le mettre en avant à travers du marketing digital, à travers des beaux portraits d'établissement, à travers des newsletters sur nos réseaux sociaux, des stories, etc. Comme si vous étiez... en fait, vous faites partie d'une sélection et on va vraiment faire du marketing pour cet hôtel. Et alors, quels avantages peut-être cette fois-ci pour le client? Comment est-ce que tu amènes le client à venir sur un site comme French Latitude? Pour moi, c'est vrai qu'on a le réflexe aujourd'hui, on ouvre Booking.com, on ouvre Expedia, on fait le comparatif sur ces grands sites-là. Qu'est-ce qui ferait que ton client il pourrait venir vers French Latitude plutôt que Booking? Alors, c'est le gros challenge. On essaye vraiment de créer une communauté qui est intéressée par les belles adresses en France, qui peut être aussi bien francophone que internationale. Et pour ça, on a on essaye vraiment de créer cette French Latitude, en fait, cette French attitude. Et en plus de ça, donc on est en train de lancer un club de fidélité avec des cadeaux, des avantages au bout de temps de réservation. Nous avons négocié avec chacun de nos établissements ce qu'on appelle la French Touch, qui est un vrai plus en fait pour nos clients. Alors certains hôtels, contrairement à quand vous réservez chez Booking, vous avez votre chambre, le petit déjeuner si vous avez payé tout pour, mais c'est tout quoi. Chez nous, on a négocié, ça va dépendre de l'hôtel, mais ça peut être une bouteille de vin en chambre, ça peut être le petit déjeuner, ça peut être un panier avec plein de bons produits du jardin, si on est dans un relais château à la campagne qui a son propre jardin. Ça peut être un cocktail au bar du Ciner, enfin voilà, des vrais plus. Oui, je vois. Et c'est quoi le système de rémunération alors de la French Latitude? C'est comme Booking, vous prenez une commission sur les transactions? Est-ce que c'est plus avantageux pour l'hôtelier aussi, j'imagine? Alors oui, on prend une commission sur les transactions qui est dans la plupart des cas plus avantageuse que ce qu'ils ont négocié avec Booking, oui. Et on a aussi des abonnements marketing pour ceux qui veulent être plus mis en avant. Voilà. Mais l'utilisateur, le client qui va acheter la chambre sur la plateforme ne payera pas plus cher que D'accord, ouais. C'est quand même un meilleur tarif garanti comme voilà. sur n'importe quel autre OTA, pour reprendre ce terme. Et quelle est ta clientèle cible aujourd'hui? Qui consomme ce genre de site? Quelle tranche d'âge? J'imagine que c'est plutôt des Français puisqu'on est sur French Latitude. Alors non, non, on Non? a commencé à lancer le site en français avec donc la French Latitude, mais j'ai recruté Kyle, qui est un New-Yorkais qui vit en France, pour tout traduire le site et nous faire quelque chose de sympa aussi. Parce qu'on est en train de lancer la French Latitude pour tous les étrangers qui vont venir visiter la France, parce qu'il y a du potentiel et ils reviennent, on les voit là quand on se balade à Paris, les étrangers reviennent, les hôtels ont de nouveau les touristes étrangers. Et puis on a aussi lancé notre plateforme B2B. Enfin, on n'a pas fini de la lancer, on est en plein lancement, pardon. Elle sera disponible d'ici la fin du mois, je pense, au mois d'avril. La plateforme B2B, qui pour les agences de voyage, pour qu'elles puissent réserver directement des hôtels, par exemple une agence de voyage à New York, pour ses clients, réserver un hôtel en France avec nous. D'accord, oui, donc il y a vraiment un gros potentiel de développement et je pense que la fin du Covid doit bien aider aussi de ce côté-là. C'est ça. Et puis bon, là, du coup, je me sers de Airlist pour faire la représentation de la French Latitude quand je vais voir les agences de voyage à l'étranger et je leur parle de tous nos produits et également de la French Latitude qui est aussi client de Airlist. Oui, bien sûr. Réjeanne, tu sais que ce podcast Hospitality Insiders, sa spécialité c'est l'excellence de service. Oui. Je voulais savoir quelle est, toi, ta vision de l'excellence de service, quelle importance elle revêt aussi peut-être dans tes relations avec tes clients, dans le choix que tu peux faire. Voilà, quelques exemples aussi peut-être d'entreprises avec lesquelles tu travailles qui intègrent parfaitement ça. Alors, pour moi, le service, c'est pas forcément du service comme dans les palaces. On peut avoir un très bon service, mais avec une expérience plus simple, plus authentique. Mais je pense que l'authenticité fait vraiment partie de nos critères de sélection.
Je retrouve ça beaucoup, par exemple, chez un petit groupe, qui est plus si petit que ça d'ailleurs, qui s'appelle les Domaines de Fontenille. Oui. Je pense que tous tes auditeurs les connaissent. Ben, je les renvoie vers l'épisode avec Laurent Branover, oui, qui est le CEO que j'ai eu la chance d'accueillir. En effet, c'est typiquement le genre d'hôtel que je peux imaginer sur la French Latitude. Voilà, donc là, on est sur des adresses de petite taille, on est à la maison en fait. Et pour moi, c'est ça le service, le vrai luxe. Oui, complètement. Ok, donc si tu me parles de domaine de Fontenay, je visualise assez bien le genre d'établissement. Est-ce que tu as un petit favori, tiens, dans tes hôtels que tu pourrais citer? C'est toujours un peu dur parce que ça fait de l'ombre aux autres, mais un établissement coup de cœur, on va le dire comme ça. Un coup de cœur, hein, j'adore le domaine de Rimska en Bourgogne. Je sais pas si Mhm. vous connaissez, si tu le connais. Toi, Non. c'est un relais château, mais il a je crois 5 ou 7 chambres en Bourgogne Sud. Il est absolument magnifique. C'est un très très bel endroit. Vraiment une toute petite maison alors. Mm. Très bien, écoute, je mettrai toutes ces références aussi en dessous du podcast. Question un peu plus d'ordre managérial. Dans ton quotidien, puisque maintenant tu as deux entreprises, deux entreprises en une, l'une à côté de l'autre, quel manager, quel dirigeant est-ce que tu es dans ton quotidien et aussi qu'est-ce qu'un bon leader selon toi? Quel manager je suis? Je suis cool. Tu as l'air. Non, mais j'ai posé ma question à mes stagiaires avant. Je dis, franchement, quel manager je suis? Je suis pas du tout dans le micromanagement. Je laisse les gens faire. Par contre, j'ai une exigence du bon travail fait. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a aucune importance. Comment ils le font, à quelle heure ils arrivent, etc. C'est vraiment que le travail soit fait et bien fait. Voilà, mais je les laisse faire. Et puis après, je fais très attention à ce qu'on travaille tous dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. On est presque 10 maintenant avec les deux sociétés. Donc Oui. voilà, je suis plutôt la bonne, pas la bonne copine, mais on se tutoie tous. On est quand même une famille, une grande famille. Et comment est-ce que tu les fais progresser avec ce type de management aussi? Et toi, à titre personnel, comment est-ce que tu continues de t'améliorer en tant qu'humain et en tant que manager? J'essaye d'être inspirante. Mhm. En fait, quand je sens que parfois c'est stressant, il y a plein de choses qui vont pas, il y a trop de choses, il y a trop de choses à faire. Je rentre à la maison et j'ai pas fait le quart des choses qui étaient sur ma to-do. J'essaye de garder ce mot en tête, rester inspirante quand même pour tout le monde, Ouais. donner envie d'un jour être manager et voire dirigeant d'entreprise. Ce serait une bonne définition d'un bon leader, en effet, c'est quelqu'un qui inspire les autres. J'ai une autre question que je voulais te poser aussi bien pour Airlist, mais surtout pour French Latitude, c'est la place que peut avoir la RSE et surtout du coup la partie développement durable dans le choix de vos établissements et surtout dans l'actualité d'aujourd'hui où on entend énormément parler. Quelle place ça revêt pour toi et pour tes entreprises, la RSE? Pour moi, c'est de plus en plus important. Enfin, je veux dire, là, c'est devenu capital. Et je pense qu'il y a il y a un gros changement qui est en train de se faire dans le monde du tourisme et c'est bien. J'espère vraiment qu'on va s'éloigner du gros tourisme de masse et faire de plus en plus attention à notre planète. C'est important pour le futur de tout le monde. Nous, à la French Latitude, on n'a pas vraiment de critères. On n'est pas une plateforme complètement green. Hein, c'est pas. Mais par contre, on a d'ailleurs listé nos adresses éco-friendly. On met vraiment en avant ceux qui pratiquent le compost, qui ont zéro plastique, etc. On en parle et on va tout faire pour mettre cela le plus en avant possible. Et sur Airlist, c'est très important pour moi, notamment qui redonne à la communauté, surtout dans des pays où la situation est un peu compliquée. Je pense notamment à mes clients en Afrique ou en Amérique latine. Ouais. Ce tourisme, bon, si par défaut on accepte qu'il est polluant, il faut le savoir. Comment est-ce qu'on peut du coup diminuer cette partie-là? Et en effet, qu'il ait un vrai rôle économique pour redynamiser une destination.
Donc d'un côté, comment est-ce qu'il peut améliorer l'économie et de l'autre, comment est-ce qu'il peut diminuer aussi son impact sur la planète. Je te pose la question parce que bon, il y a le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours. C'est vrai que c'est parfois difficile. Je ne sais pas comment toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu réfléchis à ça, mais moi je me pose souvent la question de voilà, quel est le futur de nos métiers. Comment est-ce qu'on va les retrouver, ne serait-ce que dans 3 ans, qui est le temps limite qu'on a pour réduire notre impact carbone, et si on se projette encore plus loin, dans 10, 20, 30 ans, comment est-ce que ces métiers ils peuvent évoluer? Et je pense qu'il y a énormément à faire et là, il va falloir qu'on s'y mette tous très fort. Moi, personnellement, je fais plein de choses à titre tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Mais ce que j'essaye de faire au niveau du tourisme, c'est de voyager moins souvent. Ouais. Je prenais l'avion tout le temps. J'essaye vraiment de le faire moins et justement d'utiliser plus le train, de partir aussi en France dans des destinations plus accessibles et pas les week-ends à New York, c'est terminé en fait. Il y a plein de choses comme ça que j'essaye de mettre en place. Et puis les bouteilles d'eau, voilà, j'ai toujours ma Bien gourde. sûr. Moi, quand j'arrive dans un hôtel et que je vois des chaussons entourés de plastique, ça me rend dingue. En fait, Il y a plein en effet de petits détails sur lesquels on peut Mm. déjà agir. Et justement, moi je trouvais que la French Attitude c'était intéressant par rapport à ça. Tu promeus une destination qui est la destination France. Est-ce que tu as une cible un petit peu de ce qu'on va appeler staycation? Euh, Alors, non, pas vraiment, parce que oui, les Français vont l'utiliser pour partir en week-end. Maintenant, on n'est pas du tout sur du staycation. C'est super hein, ce qu'ils font. Moi, j'adore cette société. Mais bon, là, le staycation, on est sur une clientèle trentenaire qui se fait un kiff le week-end dans un bel hôtel. Nous, on va avoir une clientèle déjà pas que française. Il faut le rappeler, et ouais, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler que écologie, parce que c'est parce qu'on est vraiment, pour bien être sûr. honnête, on a aussi des Américains, des Chinois qui vont venir chez nous Ouais, et ouais, réserver avec la French Latitude. On promeut la France et la France a besoin du tourisme international aussi. complètement. Ouais, ça Voilà. reste quand même 10% du PIB aujourd'hui. On a besoin c'est d'un point de vue économique. Ok, c'est ça. enfin, c'est beaucoup plus clair en tout cas sur la différence entre ces deux entreprises. Je voulais parler un peu plus, revenir à toi, et cette fois faire une ouverture vers ton passé, si on peut le dire comme ça. Si tu pouvais voyager dans le temps et revenir en arrière, parler à ton toi de, je sais pas, la Réjeanne d'il y a 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que tu ferais différemment? Des stress. Tout va bien se passer. Ouais, Ouais. J'ai passé beaucoup trop de temps à m'inquiéter pour des choses qui ne sont jamais arrivées. Et si ça allait se passer, et si je me dirais de déstresser, de profiter du moment mhm, et, euh, et que tout va bien aller. mhm, Je repense à des moments très difficiles en tant qu'employée où je me sentais pas à ma place. Euh, et aujourd'hui, je suis épanouie. J'ai une vie de couple heureuse, un enfant super. Je m'éclate au boulot tous les jours. Je suis contente d'aller bosser. Enfin, mhm. tout va bien. C'est un bon message à toutes les petites Réjeannes qui ont 20 ans, qui commencent dans leur carrière professionnelle. Et c'est un peu Détendez-vous, difficile. ça va bien se On passer. se sent pas forcément à sa place, peut-être. Voilà. Les choses, il faut croire en. Moi, j'ai toujours su que j'étais pas à ma place en tant qu'employée. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'âge de 8 ans, avec ma meilleure amie, on a écrit un journal et on est parti le vendre dans tout le village. C'était ma première expérience entrepreneuriale. Tu étais déjà une Et quand les gens commerciale me disaient, née. mais c'est pour quelle bonne charité? Je leur disais, non, c'est pour nous. Déjà une commerciale dans l'âme, j'aime beaucoup. Et alors, justement, puisque tu parlais de vendre quelque chose, enfin, cette fois-ci, est-ce que, à défaut de le vendre, il y aurait un livre que tu recommandes? Alors, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé dernièrement. Il s'appelle Make Time. Euh, c'est Jake, comment il s'appelle? Oh là là, je vais pas m'en souvenir, Ouais, Max. je le Mais trouverai. en fait, c'est sur l'organisation. C'est un livre de développement personnel que j'ai lu pour créer du temps en fait. Make time, D'accord. c'est parce que j'avais pas assez de temps pour faire tout ce qu'il fallait faire et comment aller à l'essentiel. Et ce serait quoi l'enseignement que tu en as tiré?
C'est de se fixer une chose à faire dans la journée qui est essentielle et de commencer par celle-là et de s'enlever toutes les distractions telles que les notifications sur ton téléphone, les emails, pendant le temps que tu n'aies pas fini cette tâche-là, en fait. Bon conseil Voilà. de productivité, ça. C'est Jake Knapp, je viens de vérifier, qui a C'est écrit ce ça. livre, mais je remettrai tous les détails en dessous du podcast. Est-ce que tu as également à nous partager une petite citation favorite, ton mantra que tu te répètes régulièrement? Ouais, done is better than perfect. Et je suis désolée de le dire en anglais, mais Mmh, que ça soit fait, enfin, si c'est fait, c'est toujours mieux que ouais. parfait, en fait. Moi, je m'en inspire tous les jours. Je me dis: «Il faut le faire, il faut y aller. C'est pas grave, c'est pas parfait. La French Attitude, elle est pas parfaite aujourd'hui. Elle le sera certainement jamais aux yeux de qui, de toute façon. Il faut faire les choses». Mmh. Je pense que le perfectionnisme nous empêche d'avancer trop souvent. Complètement, ouais, c'est un bon conseil, aussi à tous les entrepreneurs qui veulent que leur petite boîte soit parfaite, avant de se jeter à l'eau, alors qu'il vaut mieux commencer par produire et après, ajuster. Ce qui est un peu C'est ça. le concept du lean startup. Génial. Après toi, Réjeanne, qui est-ce que tu aimerais voir, invité sur Hospitality Insiders pour nous parler d'excellence de service? Un ancien assistant personnel, je sais pas, Madonna ou une reine ou Mick Jagger. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Quelqu'un qui est vraiment tous les jours dans le service d'une personne, heu, Ah, c'est comme super. ça. Bah, écoute, si tu as des contacts, je prends. L'assistant de Mick Jagger, j'aimerais beaucoup. Je pense qu'il doit avoir une Qui sacrée vie. est assistant de Mick Jagger, mais Il doit avoir une sacrée vie. Parfait. Quelqu'un qui aimerait rentrer en contact avec, Airlist, French Latitude ou tout simplement Réjeanne Narbonnet, quel est le meilleur moyen de te contacter? par email, Instagram, vous pouvez m'envoyer enfin voilà, email, Instagram. OK, je mettrai également, toutes les recommandations, toutes les références, dans le podcast et enfin, j'aimerais beaucoup te laisser le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders qui sont les auditeurs de ce podcast, quel serait-il? Beh, si vous écoutez ce podcast, qui est une super idée d'ailleurs, Maxime, c'est que vous êtes intéressé par le monde de l'hospitalité et c'est un très beau monde, c'est un très beau métier qui est très gratifiant, je trouve. Continuez, faites rêver les gens, faites-leur passer des moments mémorables et voilà, je trouve qu'on a un des plus beaux métiers du monde. Je suis entièrement d'accord avec toi. Réjeanne, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être, venue faire un tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite, tout le meilleur dans tes aventures, entrepreneuriales, humaines, familiales et tout autre. C'est trop gentil. Merci à toi, Maxime, de m'avoir interviewé et merci pour, toutes ces bonnes ondes. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.